Donc, allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ceux qui pourront être là en live. Tant pis et en replay pour ceux qui ne pouvaient pas être là. Ça sera pareil dans tous les cas. Donc, on est parti du principe que si vous êtes en replay, par contre, vous devez avoir vu avant le brief hebdo publié ce matin. Donc, si c'est le cas où vous avez les deux vidéos ce soir en même temps, bah, vous regardez l'autre d'abord parce que je vais utiliser certains des arguments exposés dans cette vidéo, dans laquelle j'étais limité à 20 minutes, que je vais extrapoler ici avec plus d'éléments techniques et plus de temps dispo. Donc, il faut les regarder dans un ordre, puisque donc, je passerai très succinctement sur les trucs qui ont déjà été dits ce matin. Donc, le principal truc est noté sur les divergences cachées haussières dans le sens des tendances. Donc, on est dans des contextes dans lesquels les divergences cachées se produisent. D'accord? C'est bien de dire, les divergences cachées, si vous les cherchez dans des ranges, ça va vous faire très très mal. D'accord? Les divergences cachées, ça ne se produit que dans les tendances. Donc, première des choses, il faut des tendances. Bon, il n'y a pas de doute, il y a des tendances sur les cryptos majeures, pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire. Pas de bear market, malgré ce que certains aimeraient crier partout. Donc, le principe est de comprendre que certains marqueurs de valorisation ou marqueurs de valorisation en termes de positionnement, donc il y en a plusieurs, il y a celui-ci, pour moi c'est un des principaux marqueurs qui montre que le bull market est toujours en place, puisque ici on a depuis le point bas de cet été jusqu'à preuve du contraire des creux plus bas, d'accord. Le Puell Multiple c'est vraiment des ratios de valorisation purs, hein, pur, qui me laissent également à penser qu'on n'a pas du tout fini le bull market sur le Bitcoin et qu'on aura un bull market étendu qui devrait très probablement donc tirer vers les niveaux de surachat vers 2024. Donc, autrement dit, on fait des différents ranges, etc. Et je vous rappelle qu'on a les pullback daily, puis pullback hebdo, mais que la fin de ce cycle se fera probablement sur des horizons de temps mensuels, plus proches de 2024. Là, c'est en lien avec la vidéo que je viens de vous publier là maintenant, là, juste avant, et que vous regarderez peut-être plus tard, donc sur les cycles de confiance économique, etc., qui me laisse à penser que le cycle qu'on a actuellement est un cycle d'adoption globale des cryptos qui n'est plus du tout lié avec les cycles de halving, qui est principalement lié donc à la demande croissante qui va avancer. D'accord, le rythme de croissance de la demande sur les cryptos va avancer dans un supply littéralement inexistant. Ok, donc il est normal qu'on finisse ici dans la surchauffe la plus élevée qu'on ait vue, hein, c'est-à-dire que le Puell Multiple qu'on a vu dans la bulle de 2018 sera probablement du menu frottin comparé à ce qu'on aura en 2024. On va probablement sur la plus grosse bulle spéculative jamais vue, hein, je vous dis les trucs, les bitcoins à 500 000, etc., ce sera potentiellement en 2024. Mais là, on sera plus du tout en train de chercher de la valeur, on sera en train de chercher jusqu'à ce que faire acheter le dernier coup, quoi. Ok, ce qui m'intéresse sur Bitcoin, c'est le Entity Adjusted Dormancy Flow. C'est-à-dire que là, ce qu'on a, c'est la velléité acheteuse institutionnelle. C'est-à-dire, que font parmi le volume qui est exécuté, qui l'exécute? Est-ce que c'est principalement des grosses mains ou des petites mains? Et là, c'est principalement des comptes qui détiennent des jetons depuis longtemps qui sont en train d'acheter la plus grosse part du volume. Ça fait donc baisser ce ratio. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que donc en termes de pression acheteuse institutionnelle, on a des prix donc théoriquement beaucoup plus attractif que ce qui n'était, d'accord, sur le précédent point bas. Autrement dit, ici, vous l'avez vu, pouf, les mecs se sont tout de suite positionnés, bam, rebond, ATH. Aujourd'hui, on a un prix théoriquement bien plus attractif, ou en tout cas une prise en main beaucoup plus acheteuse des institutionnels et des grosses mains, alors que les prix sont plus élevés. Donc, théoriquement, ici, on a une vraie divergence entre ces deux indicateurs. Là aussi, on voit également ce que je vous disais ce matin, c'est qu'on n'a jamais encore atteint des ratios de survalorisation sur le Bitcoin. Autrement dit, la tendance haussière, en tout cas le principal but de la tendance haussière, c'est d'installer des survalorisations et on n'a pas encore commencé. Ok. Ce qu'on a aussi à noter, le Rodel Ratio, qui est donc ici, même chose, grosse fucking divergence cachée, mais alors un truc de fils de pute, et encore une fois, on n'a toujours pas atteint la survalorisation de ce cycle, mais on n'est pas du tout donc sur un territoire de bear market. Donc voilà, principalement donc pour sortir ces trucs-là, et le dernier, le NUPL, très connu comme ratio de valorisation, lui également en divergence cachée, c'est-à-dire les valorisations sont perçues comme extrêmement plus faibles, enfin comme plus faibles que le point bas précédent, alors que nous avons des creux ascendants actuellement. Les divergences cachées ne se produisent que dans des tendances haussières et ne peuvent être exploitées, d'accord, qu'à la seule condition qu'un rebond se produise. Donc ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que si point bas il y a, on va repartir en ATH, c'est sûr. D'accord? La divergence cachée, ça va tout de suite péter la résistance derrière. Tout comme une divergence standard va tout de suite péter le premier support. Hein. Voilà. C'est vraiment la base. Mais la divergence cachée, elle s'oppose à la tendance. La divergence standard s'oppose à la tendance. La divergence cachée maintient et réamorce la tendance. Ok? Donc là, ce qu'on a, c'est un bon gros range à plat, hein, d'accord, dans lequel une divergence cachée potentielle est en place sur différents métriques de valorisation.
Ok, on voit en plus que ça, sur le positionnement des professionnels, enfin en tout cas des grosses mains, ils sont encore plus agressivement à l'achat que pendant le point bas du point bas de cet été. D'accord? Je vous remets le Entity Adjusted Dormancy. D'accord? Là, hop, pouf, dès qu'ils ont acheté, le marché a tout de suite réagi. C'était le fameux point bas de la réunion pleine B. Bon, aujourd'hui, entre guillemets, ils investissent encore plus à l'achat par rapport à la part relative de volume, et on va le voir, le volume est très faible, donc c'est aussi normal. En gros, ils prennent ce qu'ils peuvent, mais les volumes aujourd'hui sont inexistants en termes de volume de transactions, comparé à ce qu'on avait durant l'été dernier. Donc, ils se positionnent, mais ils ne peuvent pas acheter beaucoup de coins. Il n'y en a pratiquement plus qui circulent. Hein. On est sur les mêmes niveaux que ceux de cet été, c'est-à-dire il y a vraiment très peu de coins qui circulent dans les exchanges. Alors ça fait de la transaction OTC, etc. Mais bon, bref, ça essaie de se démerder comme ça peut pour essayer de se positionner dans ce marché avec donc ces divergences cachées. Donc quand on met l'un dans l'autre, j'ai des pressions acheteuses de professionnels, enfin en tout cas de mecs qui ont de l'argent, c'est-à-dire des gens qui ont déjà des jetons depuis un bon moment. Ils rachètent. Donc les gars qui ont des comptes avec des bitcoins depuis longtemps sont en train de recharger. Des gens, face à des gens donc qui représentent peu de volume, puisque c'est ça que représente ce truc-là, en gros, il y a une grande part du volume qui est récupéré par des comptes existants, d'accord, qui ont une dormancy lointaine, autrement dit des vieux comptes. Ils sont en train de racheter. Bon, donc c'est plutôt intéressant. Les gars de long terme, au lieu de vendre, ils sont plutôt en train de se positionner sur le volume. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Sur ETH, même chose, hein, d'accord? Donc sommet ascendant et les ratios là, voilà, se font littéralement massacrer. Ok, donc il y a encore plus de tendance sur Ethereum que sur Bitcoin, donc la divergence cachée, si tel est le cas, va être encore plus violemment repricée sur Ethereum. Bon là, moi quand je vois des Ethereum à moins de 2200 $ le jeton, j'aime autant vous dire que je regrettais la dernière fois d'avoir vendu un peu trop agressivement une partie de mes jetons à 1900 $ juste avant l'excès de fou furieux qu'on avait eu sur Bitcoin, ce qui m'avait valu d'ailleurs de me faire, d'être emmerdé sur une partie de ma gestion que je voulais faire, ayant vendu un peu trop vite, par anticipation. C'est-à-dire que je pensais qu'on aurait une année, je vous rappelais, 2021 totalement en range, donc je m'étais dit, je vais vite prendre des profits, je vais pas trop traîner. Bon, bah là, quand je vois qu'on revient pratiquement sur les mêmes prix, je me dis franchement, le contexte a bien changé. Hein. À l'époque, les mecs, c'était waouh, 1900, mais non, c'est pas du tout une résistance, on va tout péter, nique sa mère. Et aujourd'hui, pousse les limites, je commence à avoir des gars qui mettent des targets à 1005. Bon, c'est dangereux. Hein. Encore une fois, ces targets techniques, elles sont là, elles sont probables, mais elles ne peuvent être atteintes que par un crack. D'accord? À 1500 $, l'Ethereum, c'est moins 75% de baisse. Dans un marché haussier, en plein cycle d'adoption, me paraît encore une fois très compliqué. En tout cas, si on y va, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir acheter des Ethereum à ce moment-là, hein, vu les volumes. Bref, donc, pour moi, tout plaide pour un truc dont on a déjà parlé pour ceux qui sont en formation niveau jaune, les structures de vague une étendue. C'est-à-dire, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il faut en vague une étendue? Quel est le contexte d'apparition d'une vague une étendue? Je vais vous les relister, hein, mais s'il faut un stream en plus, Solana, oui, mais encore une fois, un crack fait suite à une bulle, d'accord? Donc là, ce qu'on a sur Solana, c'est juste un pullback violent. Bon, à la hauteur de la connerie à la hausse, il n'y a pas de souci. Solana, c'était vénère à la hausse, voilà. Mais on va le voir après, Solana. Le problème, c'est que Solana, je ne l'ai pas ici, donc si tu veux, on va faire une extrapolation derrière avec une zone d'ombre que je ne cacherai pas, hein, c'est-à-dire que moi, il y a des jetons où je peux mesurer l'activité on-chain, Bitcoin, Ethereum. Il y a des jetons où c'est ma propre perception de leur valeur, type Solana, qui fait que je les mets dans le même panier. Ok, Atom, pareil, mais ça se trouve, je me plante. Hein, voilà. Donc, j'y vais évidemment pas du tout avec les mêmes expositions sur mon portefeuille en termes de Solana et des autres. Bon, Atom, j'en ai une blinde, mais ça, je vous l'ai déjà dit, et c'est que je les ai achetés pas cher. Donc, on verra ça après. Ok, là je vais principalement argumenter, donc Bitcoin comme réserve de valeur, Ethereum comme pétrole de la crypto, égal, ce seront les commodités très demandées dont je vous ai parlé dans l'émission que je vous ai publiée là ce midi. Ok? Donc pour moi, il n'y a aucun doute qu'elles fassent partie des actifs très demandés dans les prochaines années, donc elles doivent être en tendance. Ah tiens, ça tombe bien, elles le sont. C'est la première des choses qu'il nous faut. Vague 1 étendue ne se produit jamais, s'il n'y a pas une tendance primaire en cours sur l'UT supérieur, sur les UT supérieurs. Donc, la vague 1 étendue, si vous me les cherchez dans les ranges, ça ne va pas le faire. Ok? Premier élément, donc tendance existante en cours sur les UT supérieurs. La vague 1 étendue, généralement, elle se produit à deux endroits, en suivi de tendance ou en pullback. Ok? C'est le classico, quoi. Donc je vous dis, c'est structure de tendance validée, confirmée sur les UT supérieurs. C'est nécessaire pour avoir une V1 étendue. Ça ne sortira pas au milieu de nulle part. Ok? Deuxième chose,
Exactement. Exactement. Oui, 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 on va faire le parallèle avec le S&P 500 après. Mais voilà. S'il y a besoin d'un partage en plus, est-ce qu'il y en a qui peuvent sortir du partage actuel? Voilà, merci pour laisser la place à un autre. C'est cool. Ça devrait aller. Essayez de vous organiser. Je sais qu'en ce moment, il y a de la volade, donc vous êtes nombreux dans les lives. Mais pensez aux autres. Donc, je sais plus où j'en étais. Ah oui, donc, le premier truc, une tendance majeure en cours et non mature. Hein. Donc, je vous dis, c'est souvent des suivis de la tendance ou des pullbacks. Ça se produit jamais, le V-bottom, en phase dès que c'est final. Quoi. Voilà. Donc, normalement, on est au plein cœur d'une tendance du T supérieur. Donc, il n'y a pas de souci, on est bien en plein là-dedans. OK. Deuxième élément, supply très faible. Dû à la tendance, hein, normalement. Donc, les gens qui ont vu la tendance savent qu'au mieux, on aura un pullback. Enfin, au pire, on aura un pullback et ils ne vendent pas. D'accord ? C'est d'ailleurs principalement pour ça que ça se produit dans les structures de tendance. C'est dû au fait qu'une grosse partie du supply n'est pas vendue malgré les baisses de prix. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de traders qui cherchent à vendre dans les pullbacks. C'est très compliqué, encore une fois. Et encore moins dans les suivis de tendance. Donc, bien comprendre que ces vagues inattendues naissent dans les tendances avec un facteur de supply inexistant. D'accord ? Donc, si je vous résume, qu'est-ce que vous êtes supposé voir, du coup, en termes d'actifs on-chain ? Vous êtes supposé voir un pullback, donc un repli des prix, plus ou moins volatile. Vous êtes supposé voir un supply en perte, puisque je rappelle, le pullback est supposé faire douter, c'est un range. Donc, supply en perte sur Bitcoin, ah, ben ça, on est plutôt pas mal. Hein. Dans le genre divergence cachée, on est encore sur le truc. Je vous rappelle, ça, du coup, c'est... Enfin, sinon, vous mettez supply in profit, hein, d'accord ? Donc, il y a moins de supply en profit aujourd'hui, alors que les prix sont plus hauts. Traduction, la sensibilité à la perte est encore plus grande aujourd'hui. Il y a bien ici une divergence qui supporterait le repli haussier de ce marché. OK. Il n'y a que ça, hein, de toute façon, de divergence. Et je ne vous parle pas des divergences techniques, hein, d'accord ? Vous me prenez, par exemple, Ethereum, ok, chopez-moi le momentum hebdomadaire, vous allez voir le truc, hein, d'accord, momentum hebdomadaire beaucoup plus bas que le dernier creux et les prix supérieurs. Donc, divergence cachée partout, que ce soit des divergences sur les indicateurs techniques classiques, sur les métriques on-chain, etc. Bref, c'est le foutoir partout. Et si jamais ça rebondit, donc, on est au sein de tendances du T supérieur, il n'y a pas de supply. Et ça, ce qui est cool, c'est qu'on le sait, hein, il n'y a vraiment aucun supply. C'est impressionnant. Il n'y a pas de dépôt sur les exchanges. Ça n'arrive pas. Regardez, les prix chutent. Il n'y a pas un seul Bitcoin qui revient dans les exchanges. Nada. Niet. OK ? Il n'y a que dalle qui se passe. Donc, il faut bien que vous compreniez que c'est extrêmement compliqué d'évoluer dans ces marchés dans lesquels il n'y a pas plus de 12% du supply qui s'échange. Alors, il y en a un peu plus, comme je dis, entre les volumes ETC, etc. Mais ça bouge pas. Ça bouge que dalle. Mais qu'est-ce qui fait chuter les prix ? Des vendeurs à découvert, c'est ça qu'il faut que vous compreniez enfin. Dans un pullback, les seules personnes qui vendent, ce ne sont pas les gens qui ont vu la tendance, parce que les gens qui ont vu la tendance, ils savent qu'il y aura un pullback et ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est de vendre le plus haut possible, donc à l'excès final. Ce qu'il faut... Oui, alors, il y a les problèmes de la DeFi, et ça, on va le dire après. On va le voir après. Le problème, justement, aujourd'hui, c'est principalement les liquidations sur la DeFi, en plus de la spéculation vendeuse. Mais j'essaie de vous donner tous ces arguments dans l'ordre. J'essaie de faire un argumentaire. Donc, c'est très juste, mais attention. Donc, le principal élément que je voulais vous faire comprendre, donc ça ne se produit que dans des tendances. Il faut un supply limité. Ce supply va généralement donc traduire de la volatilité. Qui dit V-bottom dit que vous verrez jamais un marché en V-bottom se construire comme ça. Là. Vous voyez, ça baisse doucement, et bam, voilà, ça fait jamais ça. Un V-bottom, c'est toujours tac, 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 tac. OK ? Ça accélère fortement à la baisse dû au fait qu'il n'y a pas de supply. Autrement dit, le peu de supply qui reste est tellement peu liquide que très vite les prix s'écroulent dû à la spéculation et au supply artificiel amené par les vendeurs à découvert. D'accord ? Les gens qui tradent activement contre tendance, soit pour hedger leurs risques via des produits dérivés, etc., forçant les market makers à vendre des jetons et à faire baisser le prix, d'accord ? Ou à d'autres trucs, hein, tout simplement, il y a plein de gens qui spéculent à court terme aussi, hein, et qui alimentent automatiquement cette baisse, sans parler des market makers, qui sont bien contents de voir baisser les prix, parce que la plupart de la demande baisse. Plus le prix accélère, plus les gens qui veulent acheter abaissent leurs ordres limites. Je vais vous le montrer, ça va être assez rigolo. Donc, regardez les carnets d'ordre de Bitcoin. Okay, il n'y a plus personne qui vend. Je vous la mets parce que celle-là, elle est quand même absolument magique. Sur Bitcoin, d'accord, le prix en USDT... Attends, qu'est-ce que c'est connerie ? Ah oui, non, ça c'est... On n'est pas dans le bon sens, là. C'est pas ça que je veux, moi.
Ah si, 40 000, ok, d'accord, je lis des conneries. Donc, ah oui, putain, ils me l'ont affiché tout en entier. Ok, donc, regardez-moi le truc, ok. Aujourd'hui, si vous voulez vider Binance, d'accord, achetez tout ce que les mecs ont mis en carnet à la vente. Alors, évidemment, il y a plus que ça, hein. Il vous faut 242 millions et vous faites monter le Bitcoin à 194 000 $. Alors, je déconne, mais c'est juste pour vous montrer l'ordre de grandeur. C'est pas du tout dans la réalité, ça se passe pas comme ça, hein. Ça veut pas dire que si un mec il vient avec 242 millions, il liquide tout ce qui se passe sur Binance. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il n'y a plus aucun vendeur. Il y a personne qui vend. Par contre, les gens qui voulaient acheter, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent des ordres de plus en plus bas, parce qu'évidemment, comme ça baisse, ils se disent, bon, je vais mettre des ordres épuisettes, je finirai bien par être éventuellement obtenu. Autrement dit, acheteurs opportunistes qui ne font que demander de plus en plus bas, pensant que le market maker, de toute façon, va tirer. Ça, c'est ce que vous verrez systématiquement dans les vagues étendues. C'est exactement ce qu'on avait à Wall Street. Je vous rappelle que quand on était au point bas Covid, hein, tout le monde était là, oh putain, ça va aller plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Moi, je vous dis, je m'en bats les couilles. Je coupe toutes mes ventes et je commence à acheter. Je sais que je n'achèterai pas le point bas, je m'en fous. Mais par contre, je commence à acheter. C'est exactement la même chose que je viens de faire là, hein. C'est de dire, là, aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. Je sais qu'on va faire des vagues étendues, très probablement. Je ne sais pas exactement où sera le point bas, donc je définis des niveaux d'intervention. Bon, le premier, je vous l'ai donné, hein, c'était toute la zone de Bitcoin sous les 37 000 $, enfin, sous les 40. Bon, ça, j'ai déjà exécuté. Maintenant, Bitcoin, je touche pratiquement plus. Prochaine zone, j'en ai pas. Très sincèrement, je vois pas où le Bitcoin pourrait aller plus bas, hein. Donc, bon, moi, il a tapé un peu plus bas que ce que je pensais. Prochain niveau d'intervention, bah, je sais pas. Je touche plus. Enfin, en tout cas, à ce stade-là, je vais pas remettre plus de cash dans Bitcoin. Ethereum, si, hein. Ethereum, là, je vais le taper, là. Lui, demain, je remets de la thune, hein. Moi, j'ai fait des virements, là, parce que du coup, ça fait chier. Puis, il y a toujours, il faut attendre le SEPA, etc. Mais dès que mes SEPA, ils arrivent, là, t'inquiète, j'ai 2 cash qui ressortent tout de suite et je vais reprendre de l'Ethereum. Là, c'est le premier truc que je vais acheter, Ethereum. Mais bon, à 2002, j'espère qu'il sera toujours là demain et j'en doute. Donc, on verra un petit peu le truc, ok? Mais bien comprendre qu'il n'y a pas un vendeur. Donc, dès que les acheteurs, là, qui sont opportunistes et qui sont là en mode, bon, si ça peut baisser un peu plus, ça m'intéresse. Ok? Ces gars-là, c'est des opportunistes. Ça veut dire que c'est les mêmes qui vont acheter au marché quand ils y arriveront plus. Quand ils verront bien que le prix baisse pas, ils vont repasser à l'achat au marché. C'est la classique, hein. C'est de dire, bon, je mets un ordre limite au cas où ça flush, et puis quand ça flush plus, c'est que le marché arrête de baisser, je vais racheter. Donc tout ça, en fait, c'est des intentions acheteuses qui vont probablement, pour la plupart d'entre elles, se reconstituer au marché derrière, dans un marché qui n'a aucun supply à la vente. Je vous ai donné l'ordre de grandeur, hein, pour monter à 194 000, c'est-à-dire tout le supply présent en la vente aujourd'hui chez Binance, et il y a la moitié de ce supply qui disparaîtra dès que ça monte en plus. Voilà, 280 millions. Alors après, enfin 240 millions. Après, c'est que ce qui est présent en carnet, il y a plein de ventes qui vont se remettre en cours, voilà, mais ça vous donne juste une idée. Zéro supply, des positionnements spéculatifs et opportunistes de court terme. Bref, quand la pression va s'arrêter, ça va rebondir vénère. Il faut que ça se produise sur des supports, ou légèrement sous des supports, comme on l'a vu l'année dernière avec le Covid, mais bien vous dire un truc, ok? Ce qui permet d'alimenter ces trucs-là, je vous mets le machin, d'accord? Le Covid, à moyen terme, ça se voit, d'accord? On a la chute brutale et on a pu passer sous les supports. Moi, perso, j'ai dit, je coupe les ventes dès qu'on était à 2400 hein, l'année dernière. Ici, j'ai coupé toutes mes ventes sur Wall Street, parce que je voulais pas être vendeur en disant, ah, ça va aller plus bas, etc. Donc j'ai commencé à acheter dans cette zone. Rappelez-vous, à l'époque, j'avais vu le porte-voix. Donc j'avais dit, comme on a vraiment fait les cons à la hausse, je pense qu'on ira faire les cons à la baisse. Mais pour autant, je commence à acheter à partir de 2005 sur le S&P. Preuve à l'appui, vous avez les vidéos, hein. Donc, à l'époque, c'était de dire, ouais, je sens le truc qui va foutre la merde, donc je vais étaler un peu et puis je vais rester quand même serein. Et surtout, je sais que ça risque d'aller plus bas. Ok, mais par contre, je coupe tout de suite les ventes à découvert. Donc, maintenant, c'est le troisième argument que j'essaie de vous faire comprendre. Quand en plus de ça, vous avez vous avez eu du cul de réussir à profiter de la vente. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde déjà. Ok? Je prends le cas de figure Ethereum, mais ça marche pour Bitcoin, hein. C'est-à-dire, déjà, pour les positionnements vendeurs, il fallait être bien accroché, mais je comprends qu'il y en ait qui aient pu vendre à 4005. Ok? Bon, ces gars-là, ils ont un joli gain. Ils savent qu'il n'y a pas de supply, hein. Donc, je vous rappelle que toute position vendeuse doit être rachetée, hein. Et si tu vends, c'est un engagement de racheter derrière. Si ces gars-là savent que le prix va remonter très très vite, je rappelle, la vente à découvert peut se faire via 2 méthodologies. La première, c'est sur du spot, c'est-à-dire qu'on va réaliser un emprunt auprès d'un fournisseur de liquidité et on va aller vendre sur le marché principal, le spot. Okay, dans ce cas-là, par exemple, on va sur un fournisseur de liquidité type Nexo, on fait un contrat d'emprunt, on récupère la clé, on va la vendre sur le marché primaire, le marché spot, et évidemment, il va falloir racheter sur le marché spot pour refournir une clé avec les bitcoins qu'on a empruntés après, et on paye le taux d'intérêt en différence et on encaisse la différence de prix, bien évidemment. Ok? Tout bête et méchant. La deuxième option, c'est via les produits dérivés. Bon, donc dans ce cas-là, soit on prend des puts des calls, soit on va shorter l'ETF, ou bref, enfin on se démerde, mais on hedge son risque à la baisse.
Je vous dis dans les deux cas, d'accord, que ceux qui s'amuseraient à faire sur le spot, c'est-à-dire ceux qui se seraient amusés à emprunter des bitcoins à des gens qui les possèdent réellement, pour aller les vendre sur le marché spot, bah, vous voyez qu'il n'y a pas de volume sur le spot. Zéro volume. Donc, le premier des trucs à comprendre, encore une fois, c'est la même chose. Il n'y a aucun supply qui se met dans ce marché. Encore moins à la vente. Je suis désolé, je ne vois aucun argument d'un marché baissier. Tout ce que je vois ici, par contre, c'est un marché qui cherche son breakpoint, c'est-à-dire le plus bas qui pourra jamais coter. Par contre, la différence entre le point bas Covid du S&P 500, donc là où on a réussi à faire un plus bas, etc., à tenir longtemps, hein, tenir plusieurs mois, il y avait un argument. Il y avait le Covid. Je ne vois rien aujourd'hui qui justifie la baisse sur les cryptos. C'est un so-called crack. C'est-à-dire c'est une baisse parce que ça baisse. Mais il n'y a aucun élément réel exogène qui alimente tout ça. Il n'y a que des blablas de gens qui disent « Ouais, mais c'est parce que la Fed, la remontée des taux... » Enfin bref, c'est toujours les mêmes gogoles hein, qui vous sortent de la merde 365 jours par an et qui n'ont pas plus d'explications sur ce qui se passe là. Donc moi, j'ai un gros problème. Je ne pense pas qu'on va tenir des clôtures ici. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est alimenter de la spéculation de court terme, de « Ah ouais, il va se passer ci, ça, on va chercher des niveaux toujours plus cons, hein, d'accord ?» Essayant de déclencher des liquidations qui n'arrivent pas, il n'y a qu'à regarder les niveaux de liquidation. Donc, ça ne liquide pas, il n'y a pas de supply, et les prix baissent, on ne sait pas pourquoi. Pour moi, il y a une tendance primaire sur les UT supérieures, on est sur des supports de moyen terme, il n'y a pas de supply, il n'y a pas de volume. Qu'est-ce qui va se passer quand on va renverser la pression ? Pour moi, c'est clair, net, c'est ATH en ligne droite. Voilà. Donc, le scénario de base du ouais, on va monter tranquille, on va faire un biseau, etc., c'était bien si on n'avait pas fait les cons à la baisse. Maintenant qu'on a fait les cons à la baisse, on va aller chercher tous les acheteurs. C'est-à-dire que le marché, maintenant, il est purement polarisé. Il n'y aura que deux catégories. Ceux qui voulaient acheter et qui ont acheté, donc maintenant, on va aller chercher leur TP après. Ceux qui n'ont pas vendu parce qu'ils ont des TP plus hauts. Point à la ligne. C'est aussi simple que ça. OK ? 12% de flottant, c'est ce qu'il faut pour déclencher de la volatilité. Mais la volatilité frappe dans les deux sens. Je prends Ethereum, je vous le mets en mode volatilité, vous allez comprendre ce que je vous dis. OK. Ethereum, hebdo, volat. Alors, je vais vous le mettre... je vais faire ça, plutôt, que vous voyez mieux les bornes. OK. Donc, voilà comment ça se passe pour Ethereum. On est en train d'écraser, d'accord, la borne de volatilité au sud. Donc, comme je vous dis, théoriquement, c'est là que ça aurait dû répondre. Mais bon, là, effectivement, on s'en fout. On va chercher la connerie à son paroxysme. Bon, éventuellement, frapper la moyenne, ce que vous voulez. Et si on arrive à passer sous le point bas, okay, dans ce cas-là, on annule les divergences haussières cachées. Okay, mais par contre, on ira probablement chercher un V-bottom quand même. Hein. Donc, dans tous les cas, pour moi, ça me paraît très compliqué d'envisager un Ethereum à moins de 1700 $. Mais bon, restons ouverts d'esprit. Les gens sont très cons actuellement. Donc, pourquoi pas. Perso, moi, là-bas, j'hésite pas. Hein, je vous dis, à 1500 $ le machin, je me fais un deuxième validateur. Hein, donc, voilà. Moi, c'est plus de dire, si on fait les soldes, je vais les faire jusqu'au bout. Hein, j'ai de l'argent pour ça, c'est pas un problème. Mais là, pour le coup, je pense pas du tout qu'on y va. Hein, donc, comme je vous dis, tous les éléments de divergence cachés me laissent à penser qu'il y a bien un moment donné où ça va bottom et ça va repartir vénère. Hein. Donc, comment ça fonctionne après une vague étendue? Donc là, on a fait tout le point spéculatif. Je vous ai listé tous les arguments. Donc les divergences haussières cachées, les tendances sur les unités supérieures, les supply inexistants, le fait qu'il n'y ait aucun positionnement net short, qu'il n'y a aucun positionnement short sur les produits spot, mais qu'il y a beaucoup de short probablement sur les produits dérivés. Enfin, ça, il faudrait que j'aille le regarder. Mais voilà, qui a un carnet absolument vide sur le spot. Hein. Binance, c'est le principal exchange spot et il n'y a rien qui s'échange dessus. Et la plupart des liquidations qui ont été mises en place dernièrement sont sur la DeFi, c'est-à-dire des gars qui se sont fait keblo parce que ils ont programmé des trucs et puis ils peuvent pas changer, etc., etc. Donc des liquidations de smart contracts, pour la plupart. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a juste un market maker qui voit qu'il y a des petits gars qui peuvent se faire liquider en smart contract, qu'en face de ça, les professionnels achètent un tout petit peu, c'est-à-dire qu'ils achètent juste ces pertes et ils n'achètent pas plus que ça. C'est-à-dire que du coup, les prix n'arrivent pas à rebondir, la machine s'auto-entretient, mais il n'y a aucun volume. Il n'y a aucune liquidation spéculative, il n'y a que des liquidations de smart contracts. Quand cette mécanique va s'arrêter, qu'il y a un gros gars qui va venir acheter, ou etc., tout le monde va faire la même chose. Achat dans un marché qui ne propose pas le supply. C'est exactement la même chose que Wall Street l'année dernière. Bref, tout le monde était là. Rappelez-vous comment vous avez pensé Wall Street à ce moment-là.
Vous étiez tous là, ok, j'achèterai la troisième borne de range, ou j'achèterai le machin, etc. Regardez encore une fois les bandes de Bollinger, d'accord? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on tradait fort, fort, fort sous les Bollinger, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai dit, les Bollinger, c'est toujours en clôture. Et là, boum, on rebondit vénère à la clôture, on revient retoucher un peu la bolle, et on part tout de suite à la Bollinger haute, qui était ouverte à ce moment-là. Autrement dit, on vient faire de la volatilité baissière pour faire de la volatilité acheteuse. Après, la longueur de la vague 1 étendue, c'est tout à fait relatif. Ici, comme je l'ai dit, je pense qu'on aurait franchement dû arrêter la vague 1 étendue vers mars-avril l'année dernière et entamer les phases de pullback. Bon, merci Popo, on a fait les cons pendant bien plus longtemps. Mais voilà, le message, c'est ça. En V1 étendue, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher et on matraque sous les bornes de volat. On matraque sa mère. Mais le principe, c'est de comprendre que derrière, ça ne sert qu'à ouvrir les bornes de Bollinger dans l'autre sens. Et après, on y reste dans celle en haut, puisque la tendance, elle est haussière, due aux tendances primaires dans un sens particulier. On suit toujours les tendances primaires. Bon, une vague 1 étendue, la psycho et la façon de la trader, c'est très compliqué. Parce que je vous l'ai dit, le problème, c'est que la plupart des investisseurs sont pris à revers. Parce qu'ils ont l'habitude d'appliquer une structure de tendance classique, type je forme un range, etc. Donc je vais avoir une troisième borne. Puis j'ai éventuellement même une accumulation pour avoir le temps de me positionner spéculatif avec des petits stop-loss. Après ça break, c'est propre, j'ai mes niveaux de validation, etc. Blidil, machin. Après j'applique mon suivi de tendance. Ok, ça c'est la structure liquide. Quand le marché est liquide, qu'il y a des acheteurs, des vendeurs, on spécule, mais on finit toujours par construire une structure de tendance. Mais il y a du supply qui permet de faire ça, de construire les cycles spéculatifs d'un marché classique. En vague 1 étendue, c'est l'inverse. Voilà, pas de supply. Et comme on a cassé des supports, regardez, je vous le montre à l'époque. Support numéro 1, support numéro 2. Okay, vous les voyez, les supports. Là, vous voyez qu'il y a un petit travail de prix, mais il n'y a pas de travail spéculatif. On rebondit, on casse, on rebondit, on casse. Okay, et le support majeur, ici, ou là, vous le mettez un peu où vous voulez. Okay, considérez ça comme une zone. Ok, donc 1, 2, 3 supports. Maintenant, regardez comment le marché se comporte. J'explose le premier niveau. Normalement, un support, quand il est cassé, il devient résistance. Donc, j'explose, je reviens chercher vite fait, petit retracement. On ne va pas faire de la troisième borne, là, ça va vite. Ça rachète tout de suite. Regardez l'autre résistance. Boum, je la pète, support, je la pète. Bon, là, on a travaillé un peu plus. Support et ATH. Voilà comment ça fonctionne. Tous les anciens supports sont récupérés en cassure immédiate. C'est-à-dire qu'on reprend le support, on vient à peine le taper, ça paye tout de suite et c'est reparti. Ok, transposition Ethereum. On va voir si ça fonctionne aussi. Donc, sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on a? Oula, des niveaux support, on en avait et on ne les a pas beaucoup travaillés. Ok, donc, premier niveau de support majeur ici. Autant vous dire que l'Ethereum, il ne va pas du tout freiner à 2700 quand il va rebondir. Il va aller taper 3000 direct, éventuellement vous faire un petit shunt ici, et puis on va s'attaquer tout de suite au support suivant. D'accord? Support suivant, niveau des 3700. Ça, vous pouvez être sûr que ça c'est pareil. Donc, il faut comprendre que l'Ethereum, quand il va rebondir, il va se faire 3000 tout de suite, puis 4000 tout de suite, ok? Et puis la TH. C'est exactement la même chose, et en plus, il va y rester. Avant de faire, comme on l'a vu, pullback, excès final, pullback, excès final. Et après, il aura fini sa structure. OK? Donc, moi, là où je me suis trompé cette année sur mon biais, c'est la structure de ce range. OK? Pour moi, je pensais qu'on allait faire un truc un peu du style classique, c'est-à-dire que quand on est en structure, voilà, on fait un espèce de biseau comme ça, on fait une petite fausse cassure baissière, puis on bourre et on fait l'excès final. Bon, je pensais qu'on allait faire une consolidation classique. Bon, ben là, c'est pas le cas. On a un pullback ici, on a un deuxième pullback très brutal, bref, on a un range, grosso merdo, très très spéculatif, support et résistance, il n'y a pas de structure à proprement parler, si ce n'est peut-être un canal, voilà, truc comme ça, bête et méchant. Donc là, on est sur le bas de canal, tout le monde est en train de se dire « Ouais, vas-y, on va aller péter à 1500 $, etc. » Bon, il y a les moyennes, les bornes de volatilité, on est sur de l'écart type 3, ça choque personne, pas de souci. Ok, et tout le monde arrive à se convaincre que ça y est, c'est fini, la tendance est baissière, ou alors c'est tellement négatif et baissier comme sentiment que moi qui voulais acheter, je peux acheter plus bas. T'inquiète, c'est les mêmes qui vont payer au marché derrière s'ils sont malins. Et c'est surtout les mêmes qui vont attendre des replis après qui n'arriveront jamais. C'est QFD, rappelez-vous ce que vous avez pensé du marché action post-Covid. L'ambiance était merdique, vous saviez qu'il y aurait des replis, que vous allez acheter des troisième bornes. Bref, vous saviez que vous dites je le sens pas, c'est vraiment bear, je vais être très très exigeant sur mes prix d'entrée. Combien vous étiez à pleurer vos races après parce que ça montait comme des débiles? Vous vous en rappelez quand même. Vous vouliez tous acheter le point bas du Covid. Soyez honnête avec vous, qui l'a réellement fait? Alors, il y a toujours effectivement des exemples, mais
La plupart, vous vouliez, puis vous l'avez pas fait. C'était trop baissier, donc vous êtes mis en mode plutôt défensif, etc. Puis quand c'est remonté, combien d'entre vous se sont dit, voilà, ça monte trop vite, je revends trop tôt. Ça aussi, c'est le classique de la vague une étendue. Sur une vague une étendue, vous allez tous être là à me dire, ouais, mais il y a une troisième borne de range vendeuse, Phil. Moi, le premier, je l'ai fait aussi, de récupérer mes profits sur la troisième borne. J'y croyais pas du tout à la vague une étendue. Moi, je veux dire, on se mangeait le Covid. Puis c'était plus de dire, j'ai quand même fait une gestion du risque ici. J'ai pas du tout vendu. Hein. À l'époque, j'avais fait TP1, je m'en rappelle, sur Cisco, etc. Donc j'avais quand même bien géré mon truc. Hein. Mais voilà, j'avais récupéré les profits un peu trop tôt aussi. J'avais respecté la stratégie quand même. Mais bon. J'ai été moi-même surpris sur la vague une étendue. Non, mais arrêtez de regarder les carnets. Quand le carnet, il est comme ça, d'accord, c'est juste de dire, je sais que vous voulez... Oula, merde, non, c'est moi qui fais de la merde. Je sais que vous voulez essayer de donner du sens à beaucoup de choses, et principalement des trucs que vous maîtrisez pas. Un carnet, d'accord, quand il est complètement dérivé comme ça, enfin, je sais pas, regardez le truc, regardez la différence offre et demande, juste à horizon 15% de valorisation, d'accord, à horizon, voilà, à horizon 20%. Regardez la différence entre l'offre et la demande. C'est pas un carnet, ça. Ça s'appelle un truc. En fait, il n'y a pas de valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. Les asymétries de carnet que j'essaie d'utiliser en général quand on travaille sur des zones spéculatives, c'est des asymétries de court terme. D'accord. Là, on est sur de l'asymétrie à 20% de valo. Mais c'est pas une question de spoofing. C'est une question que ces carnets, vous ne pouvez pas les exploiter correctement. La demande qui est là, elle ne sera probablement pas atteinte. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Rien, nada, que dalle. Ça, c'est pas un carnet qui va s'inverser et qui va et d'un coup devenir hyper vendeur. C'est juste que le carnet, là, quand ça va remonter, il va s'inverser pas parce que d'un coup il y a plein de vendeurs qui arrivent dans le marché. Il va s'inverser parce que d'un coup toute cette demande hypothétique et opportuniste va disparaître pour rentrer au marché ou attendre des replis hypothétiques qui n'arriveront jamais. Mais il faut que vous compreniez que toute personne qui saura trader ces structures-là, ce qu'elle va faire, d'accord, c'est que soit elle va se positionner à l'aveugle, comme moi je vous dis de faire, c'est-à-dire on est sur les supports, vous payez, puis vous arrêtez de vous prendre la tronche à vouloir acheter tout en bas, mais bien de comprendre que quand ça va rebondir, on va faire peut-être une petite touchette sur 2750, puis on va tout de suite aller enculer 3005 derrière, etc., etc. Tous les supports vont être repris avec des tout petits replis de très court terme, très vite achetés. Et vous n'aurez aucune gestion du risque pour vous positionner sur ces supports. Parce qu'à chaque fois, ça se fait très vite. Hop, je replie à court terme, je ne retrace pas suffisamment pour faire une troisième borne. Hop, vous voyez. Et très vite, en fait, vous vous retrouvez en ATH à réaliser que c'est déjà trop tard. Non. Ce que je vous dis... Alors oui, déjà, c'est pour ça que j'ai des positions long terme. Donc, je touche absolument pas. Il y a tout le contexte de la vague une étendue. Donc, il ne faut pas extrapoler ce que je vous dis là pour le mettre à toutes les sauces, etc., pour vous donner des raisons d'acheter dans des marchés qui n'ont pas de... Voilà, donc faut des tendances primaires sur l'unité supérieure, faut vraiment un effet très sensible sur le supply. Ça se voit partout, dans les carnets, dans la disponibilité sur les exchanges, dans le positionnement des volumes, d'accord. On voit bien qu'il ne se passe rien, que les petites mains se font acheter par les grosses, et qu'il n'y a pas de volume qui est exécuté. En tout cas, pas sur le spot. Alors après, sur les produits dérivés, j'en sais rien, il faudrait peut-être regarder, mais je vois pas beaucoup de liquidation, donc c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits dérivés non plus, quoi. Mais oui, voilà. Pas d'offre égale volatilité. C'est-à-dire que la moindre demande fait très rapidement bouger les prix. Oui, mais depuis quand le Covid a un effet sur les cryptos? Enfin, pour moi, je vois pas. Au contraire, c'est limite, ça va foutre des gens devant un ordi. Et puis, c'est pas du tout le même Covid, celui-là. Je sais pas. Enfin, moi, ça me paraît quand même assez spécial comme histoire. Alors oui, on est bien d'accord, hein, les cas Covid, c'est un truc de ouf. Hein. Mais là, aujourd'hui, entre le nombre de cas d'asymptomatiques, le fait que maintenant ça touche les populations plus jeunes, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, oui, on peut checker Polkadot après si vous voulez. Mais hors enregistrement pour que ça dure pas trois plombes pour les autres. D'accord. Donc j'essaie de terminer sur l'argument de la vague une étendue. Ok, tous les éléments techniques sont là. Le dernier qui manque, c'est la formation du creux. Comme j'ai toujours été franc, je vous ai dit, c'est impossible de savoir. Ce sera une affaire de volatilité, on ira chercher des écarts types. Là, aujourd'hui, on est déjà sur des écarts types très, très vénères, mais vraiment très vénères, hein, d'accord. Je vais vous les donner, les écarts types, pour que vous soyez au courant. On va les rajouter, donc Bollinger. Ok,
Donc là, on n'est pas sur les bons time frames, on va se mettre sur de l'hebdo. Voilà, donc en volatilité hebdomadaire, ok. La bande de Bollinger ici, hein, moi je regarde toujours sur le plat, hein, c'est-à-dire le moment où la volatilité est extra. Donc on est à combien de la volatilité standard? Donc 3, ouais, on est à plus que ça. Voilà, on connaît à peu près à 3,6, 3,5. Même pas. Non, 3,6. Voilà. Donc vous voyez, sur le plat de Bollinger, hein, en écartement par rapport à la moyenne 20, là, on est sur du 3,6. D'accord? Donc dans ce range, on est sur un écart type à peu près 3,6. D'accord? Donc la borne de Bollinger, là, à court terme, elle s'ouvre, mais je vous rappelle que dès qu'on va repartir à la hausse, la seule chose que tout le monde va voir derrière, c'est que la borne en haut, elle est ouverte aussi. Et que du coup, toutes les portes sont ouvertes pour aller péter de la TH. N'oubliez pas que c'est comme ça que ça se passe en vague d'une étendue. On va exploser la volate au sud pour exploser la volate au nord derrière. D'accord? Donc je peux vous le donner en 1000. Hein. Premier objectif pour l'Ethereum cette année, 5006. Ce sera le strict minimum, puisque c'est l'écart type opposé de la connerie qu'on s'est tapé. Hein. Voilà. Et c'est à ce moment-là, hein, évidemment, que on va continuer de pousser. Bah, les gens appelleront ça comme ils veulent, short squeeze, etc. Pour moi, un short squeeze, c'est pas du tout le même contexte. D'accord? Pour moi, short squeeze, c'est justement quand, au contraire, on a un maximum de positions spéculatives vendeuses sur un support. Et dans ce cas-là, il va y avoir un positionnement très violent du market maker pour flusher cette liquidité. Mais là, ça n'a rien à voir. Moi, là, je vous dis, tout ce que je vois ici, c'est très peu de trading, en fait, d'activité spéculative. Personne ne touche les prix, ça baisse. On va chercher des écarts types, on cherche des liquidations qui n'arrivent pas, on cherche un supply qui n'arrive pas non plus, hein, et les prix baissent très fort dans un range, alors qu'il y a des tendances sur les UT supérieures. Bon, bah pour moi, tous les éléments sont là pour que le rebond se fasse en vague une étendue, c'est-à-dire qu'on passe du support à la résistance, one shot, très vite et sans aucun travail des niveaux de résistance intermédiaire qu'on a laissés, puisqu'en soi, on n'a réellement jamais laissé la moindre résistance vendeuse dans ce marché parce qu'il n'y a eu aucun travail spéculatif. C'est du nettoyage de carnet d'ordre dans un sens comme dans l'autre. Mais comme il y a tendance sur les UT supérieures, on en sortira de toute façon par le haut. La question, c'est jusqu'où on ira avant. Voilà. Je sais pas, honnêtement, je vous dis, je sais qu'il y en a qui aimeraient que je rapporte la réponse de dire, voilà, je sais que la prochaine zone, c'est vers 1500 $ sur l'Ethereum. Je vous l'ai dit, moi, si on y va, je vais racheter un deuxième validateur. Avec du cash, avec de l'argent que je n'avais pas du tout prévu de mettre dans ça, mais je le ferai, c'est ma réserve de secours. À 1500 $ l'Ethereum, tu crois que je vais pas l'acheter ou quoi? Et si j'achète une daube, mais tant pis, c'est pas grave. Comme je vous dis, si tout doit s'écrouler et qu'on part en déflation, etc., j'aurai d'autres problèmes à gérer que le prix de l'Ethereum. Et vous aussi, hein. Je vous le dis direct. Non, pas de levier, c'est ça que vous comprenez pas. Pourquoi on peut pas mettre de levier? On peut mettre du levier quand on peut identifier un stop loss, c'est-à-dire qu'on a une gestion du risque. Là, tu vas faire quoi? Tu vas utiliser quoi pour positionner ton stop loss? La taille du canal de tendance? Non, c'est de la volatilité pure et on va chercher le maximum qu'on pourra atteindre. Tu ne sais pas où c'est et tu ne peux pas placer de stop loss. Donc tu fais pas. C'est que du spot, terminé. Tu prends dans ce supply inexistant et tu laisses faire. T'attends que ce soit fini. T'arrêtes d'essayer d'acheter en bas. Tu définis des niveaux d'intervention. L'erreur number one à pas faire ici, c'est d'acheter tous les 200-300 $. Tu vois, tu te dis, ah, j'achète là, 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 là. Pourquoi? T'essaies d'avoir le prix le plus bas pour faire le gogol sur les réseaux derrière? Non. Des niveaux d'intervention. Simple, net, efficace. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai payé les Ethers l'autre jour, je vous l'ai dit. Donc, j'ai payé à peu près 2003 l'Ether. Prochain niveau, oui, si on va à 1005, évidemment que je redégomme encore des milliers d'euros. Il n'y a pas de souci, hein, et j'hésiterai pas. Mais non, ce que je voulais vous faire comprendre dans l'émission là que je vous ai mis tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, c'est qu'on est sur une crise de valeur. Donc on va chercher là, ici, le prix le plus bas. Mais la valeur ne bouge pas. La valeur, elle est que dans un an, Ethereum, ça vaudra plus cher. Et j'en suis sûr. La seule probabilité dans laquelle ce n'est pas le cas, c'est-à-dire le chaos, parce qu'on ne maîtrise jamais 100% des probabilités, mais ici, les peu de probabilités qui restent, à moins de 5%, c'est que tout simplement, tout se pète la gueule, les cocos. Dans ce cas-là, on mange moins 20 cet après-midi à Wall Street, puis moins 15 demain,
Et puis voilà, mais là, c'est juste de dire, bah, terminé, c'est le krach boursier, c'est fini, on va s'écrouler à la 1987, et je vous rappelle que 1987, ça, c'est fini en V-bottom également, donc, enfin, en V-bottom, ça, c'est fini, on a fait une chute, et derrière, on est reparti en ATH. Hein. Donc, il faut bien comprendre que, quoi qu'il arrive, c'est une question de valeur. Les prix qui sont affichés ici, c'est des structures qui, soit vont être corrigées très vite, très rapidement, soit vont être statistiquement insignificatives dans votre trading. Autrement dit, c'est des trucs qui se produiront une fois dans votre vie. Et si vous prenez ça comme la norme, eh ben, je vous souhaite bien du courage dans les 99% du temps restant de votre vie. Ce qui se passe ici, ça doit être soit alloué à une réserve de valeur que vous réservez pour ça, soit vous tradez comme vous devez faire. C'est-à-dire, normalement, vos cryptos, vous les avez achetés en spot, et si les prix baissent, tant pis, ça ne vous regarde pas. C'est pas grave, vous auriez pu faire une meilleure affaire. Mais je vous remontre un autre truc, parce que comme ça, c'est hyper important qu'on argumente jusqu'au bout. OK ? Donc, prenons le S&P 500, donc en hebdo, 1987. Ça va vous marquer comme ça, vous verrez. Hop. Donc, jour de ma naissance, en plus, pour l'histoire. Toujours ça, c'est rigolo. Ah, merde. OK. Donc, 1987. Allons-y. Voilà. OK. Alors, en 1987, d'accord, si tu avais acheté là, mettons, donc tu achètes sur le support, tu as répayé ton S&P 500, 270 points, OK. Bon, tu aurais mangé 20% de plus dans la baisse. Bon, évidemment, là, version crypto, on a mangé 40% de plus sous les supports. Bon, c'est juste que les cryptos sont plus volatiles. Hein. Je te montre la conso entière sur le S&P 500, c'était 30%. Là, les cryptos, elles sont à moins 60%. Donc, voilà, tu as bien compris le truc. On a juste bien démonté. OK. Maintenant, quand je te dis que je m'en fous parce que je sais que de toute façon, le prix sera au moins allé plus cher dans les prochaines années sur Ethereum, voilà. OK ? Donc, oui, ces accidents sont possibles, sont probables, sont tout ce que tu veux, mais dans tous les cas, voilà. Pour moi, ça, c'est ce qui attend nos cryptos l'année prochaine, hein, de toute façon. Enfin, dans les années à venir. La plus grosse bulle que tu n'auras jamais vue hein, en termes de croissance, etc. Voilà, mon avis. Ça peut très bien tomber encore, hein, comme je te dis, 1005, etc. Moi, je ne raisonne pas comme ça, je raisonne valeur. Est-ce que dans 5 ans, enfin dans 5 ans, je dis, il ne faut pas raisonner au-delà de ça, hein, mais dans 3-4 ans, est-ce que j'aurais envie d'avoir beaucoup d'euros, beaucoup de dollars, beaucoup de machins, ou est-ce que je préfère miser sur le nouveau cheval? Je préfère clairement le nouveau cheval, hein, je te le dis direct. Mais quelle régulation? Tu crois quoi? Que ça va être interdit d'utiliser le Bitcoin? Pourquoi? Sous quelle raison? S'ils essaient d'interdire un truc, je te rappelle que la confiance dans les modèles économiques, dans les gouvernements, c'est à zéro. Enfin, plus personne n'y croit à leur connerie. Donc, va m'interdire des cryptos, les gens vont encore plus en acheter. La régulation, elle ne fera qu'attirer les regards. Prends un citoyen aujourd'hui qui veut défier son gouvernement lui dit « Oh là là, les cryptocurrencies, attention, on va interdire. Hein. » Les mecs, dès demain, ils sont sur tous les exchanges pour acheter tout ce qu'ils traînent. Et il n'y a plus rien. Hein. Donc non, ils ne peuvent pas interdire la crypto. Non, ils ne peuvent absolument pas. Regarde ce qui se passe dans les pays où ils essayent de l'interdire. Donc tous les pays où il y a hyperinflation, etc. Regarde Erdogan, etc. Qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils vont au marché noir pour les acheter. Cherche pas, la thune, elle circule, que tu le veuilles ou non. C'est pas comme ça que fonctionnent les économies. C'est pas, si tu interdis, un peuple qui te défie, bah, il va juste y aller. Donc bref, je vois difficilement comment ces tendances vont s'inverser. Maintenant, bon, donc, comme je dis, le S&P 500, c'est pas beau. La volatilité chez eux, elle a même pas encore commencé. Requalifier les ALT de SEC, c'est quoi SEC? De securities? C'est pas du tout des securities. Non, non, ça n'a rien à voir. Ethereum, c'est pas une entreprise. C'est un réseau. Bitcoin, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Ça n'a stricto rien à voir, mais genre absolument pas. Enfin, je sais pas, c'est pas possible. C'est pour ça, moi, j'investis pas dans les boîtes crypto, etc. Ça, c'est des securities, mais elles seront déclarées en tant que telles. Comme je dis, tous les mecs qui vont faire des blockchains sur Cosmos ou des trucs comme ça c'est des entreprises, oui, ça, c'est des sociétés. À moins qu'elles construisent des réseaux, ce qu'on a aujourd'hui, Stargaze et tout ça, ça reste des réseaux, des plateformes, etc. Mais
mis à part ça, d'accord, mis à part des Decentralized Autonomous Organizations, la plupart des trucs qui vont se créer dans les prochaines années en crypto, ce seront des securities, oui. Et elles seront régulées en tant que telles, bien sûr. Bien sûr, il n'y a jamais eu de bar clandestin pendant la prohibition. Euh, mais non, mais ils peuvent pas. Voilà, bien sûr. Mais je vous ai toujours dit, si vous croyez échapper aux taxes, vous vous plantez, les gars. Il n'y a pas plus visible que les cryptos publics. Donc, investissez sur les blockchains publiques en pensant que vous allez pouvoir cacher ça. Bravo. Ça sent bien l'antinomie. Donc, non, bien sûr que non, vous ne pourrez rien cacher. Il ne faut même pas essayer d'y penser. Est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, déjà, est-ce que l'argumentaire est clair? Donc, vous ne pouvez pas utiliser ça tout seul. Je vous l'ai dit dès le début. Ok, vous ne reproduisez pas ce schéma tout seul. Vous n'essayez pas de me trouver des vagues étendues au milieu de nulle part sur des trucs que vous ne connaissez pas. D'accord? Mais juste là, je voulais vous argumenter les trucs, vous donner tous les arguments que j'utilise pour ce truc-là. Et ils sont nombreux. Ça sent la vague étendue. Ça sent le V-bottom à plein nez. Maintenant, où on va s'arrêter, j'en sais rien. Je vous dis, le prochain niveau est très bas, ce qui m'invite à penser que c'est probablement celui où on n'ira pas non plus. Maintenant, si on y va, bon, bah, je sauterai dessus, ça c'est sûr. Mais je pense pas qu'on y aille. Voilà. Je pense clairement pas. The correlation entre les indices et les cryptos. Alors, en fait, il y a des effets de corrélation entre certaines actions et certaines cryptos. Ça, oui, et je suis sûr. Maintenant, il faudrait faire une étude approfondie pour voir qui a le meilleur taux de corrélation, etc. Bon, j'ai autre chose à foutre que ça, mais ça pourrait être une analyse quantitative intéressante. Bon, par contre, si on fait analyse entre le S&P 500 et le crypto total, oui, il y aura un taux de corrélation. D'accord? Mais putain, est-ce que le crypto total, vous croyez qu'il représente quoi que ce soit là? Enfin, je sais pas. Pour moi, le crypto total, c'est un mix de Bitcoin et voilà. Enfin, c'est pas du tout intéressant, quoi. Je sais pas. Donc, je comprends pas. Puis encore une fois, normalement, une corrélation, ça s'étudie au moins, mais de chez au moins sur 90 jours. Puis il faut regarder le R carré. Enfin, je sais pas, il y a énormément de choses à étudier entre la variance enfin voilà, moi, le taux de corrélation pur et dur, sans étudier le taux de variance, etc., je trouve ça très compliqué, quoi. C'est de dire, on a des effets de corrélation entre jour haussier et jour baissier, ça oui, mais la corrélation en variance n'a rien à voir. Les cycles n'ont rien à voir. Enfin, je sais pas, je comprends pas, encore une fois, ce truc-là. Donc, il y a bien un moment donné où il faut comprendre que les cryptos, au mieux, c'est une classe d'actifs. Donc, comparer une classe d'actifs à un indice qui englobe toute la bourse américaine, je ne vois pas, encore une fois, le lien d'évidence qu'il y a entre les deux. Pour moi, il n'y en a aucun. Les cryptos, pour moi, c'est une classe d'actifs. Tout comme vous avez les bancaires, les cycliques, les machins, voilà. Pour moi, c'est une classe d'actifs, les cryptos. Donc, qu'est-ce que tu veux me corréler ça au S&P 500? Oui, il y aura une corrélation partielle et instable. Tout comme, je sais pas, prends-moi n'importe quel indice. Tu prends, je sais pas moi, comment ça s'appelle déjà? Euh, Mince. C'est quoi les indices sectoriels aux États-Unis? Putain, j'ai la tête en vrac. Les tickers, c'est quoi? Oh merde. Bon, je vais le retrouver. Voilà, X. Oh putain, j'y arrive. Donc, prenez par exemple le secteur financier aux États-Unis, d'accord, qui a ses propres cycles, etc. Alors, attends, je vais virer ça parce qu'il faut aborder le monstre. Ok, donc vous prenez ça, maintenant vous foutez le S&P 500 dessus. Non, pas indicator, pardon. Hop, pardon. Donc, SPX. Voilà. Et vous foutez le S&P 500. Bon, là, j'ai pris carrément le mauvais exemple. XL, qui est bien décorrélé. Materials, oui, on va être bien décorrélé. Industrie et utilities aussi. Healthcare, par exemple. Ouais, mais c'est pareil, encore une fois. Ça, c'est... On prend tout l'indice. Je sais pas. Alors, regardez, on va prendre un cas spécifique. Tiens, regardez, des biotech américaines. On va faire ça plutôt. Biotech américaine, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouh, c'est bien rouge aujourd'hui quand même.
Ah bah tiens, voilà, on n'a qu'à prendre RKK là. Il est où RKK Genomic? Voilà. Ah tiens, regarde-moi la belle corrélation. T'as pas l'impression de voir les cryptos là en ce moment? T'as regarde, on dirait Solana. Non, je sais quand même. Mais tu vois le truc? Et elle est où la corrélation là? Ah oui, oui, mets une étude du taux de corrélation entre bougie haussière, bougie baissière. D'accord? Parce que c'est ça que ça fait une mesure de la corrélation, hein. Ça prend pas en compte la variance. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Quelle est la variance du taux de corrélation? C'est hyper important. La variance, c'est ce qui va étudier la corrélation cyclique de la composante ici. Donc, si tu compares un taux de corrélation entre un actif qui a une variance de Fis comparé à l'autre, eh ben, en fait, tu étudies deux trucs qui n'ont rien à voir ensemble. D'accord? Qu'est-ce que tu as là quand tu vois ça? Tu vois qu'il y a eu un taux de corrélation, que la corrélation s'inverse, égale. On a ici la bonne vieille pattern de divergence que je vous ai dit, des actifs corrélés qui inversent leur corrélation. Qu'est-ce qui va se passer sur ces trucs-là? On va chercher le paroxysme, puis on va revenir en un tiers, d'accord? Celui qui a baissé le plus vite va remonter le plus vite, et celui qui est resté décorrélé va revenir ici, à peu près 61% des deux. Voilà, point CQFD. C'est des modèles, moi j'utilise toujours ces modèles. Ok? Pour l'instant, ça se fait démonter, là, le truc de Archegos, là, mais tu vois, d'Archegos, moi, que je te dis. Mais quand ça va rebondir post-décorrélation, vous voyez bien que là, les deux, ils sont allés dans deux sens différents. D'accord? Donc on a bien un qui se détache, tac, commence à se recorrèle. Ah non, pardon, c'est lui qui va baisser et lui qui va remonter doucement. À peu près 61%. D'accord? C'est-à-dire que ça représente 61%, ça représente 38%. Et même chose sur le ratio ici. Ici, on a passé 61% du temps et à 38% du temps qu'on mettra pour recorréler. Et les deux vont se recorréler à la baisse, hein. Ça va toujours dans le sens de celui qui a fait la tendance. OK? De celui qui s'est décorrélé. Donc, par exemple, le secteur génomique, là, ça va se repondérer au nord, violent, hein, parce que ça va être rapide, mais lui, ça va baisser sévère aussi, hein. Donc, vous voyez que les corrélations, il n'y a rien de stable dans le marché. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez me dire, voilà, quand on fait un indice, d'accord, quand on compare des indices, comme on compare plein de valeurs, ça lisse tout ça, et effectivement, là, ça permet d'avoir des beaux taux de corrélation. Mais vous n'aurez pas la même volatilité entre un indice et une action aussi, hein. C'est un peu la base du système, quoi. Okidoki, est-ce que c'est plus clair dans vos têtes maintenant ou pas, ces notions-là? Donc, l'effet de corrélation, c'est du grand n'importe quoi. L'un n'empêche pas l'autre. Et la décorrélation qu'on a connue, hein, je veux dire, on va quand même y retourner, mais voilà, remets-moi Ethereum et le S&P 500 et on va voir quelle est la corrélation, parce que là, moi, j'ai quand même du mal, hein. Il y a une corrélation, mais il n'y a pas un état de variance. Bref, on va le faire. SPX, New Price Scale, voilà. Bon, elle est où la corrélation là? Ah oui, oui, je vois bien, hein, que quand ça monte, et quand ça baisse, ça baisse. Là, j'ai l'inverse, là, donc là, j'ai une grosse corrélation inverse. On va le faire, hein, voilà. Corrélation coefficient. OK. Voilà. Ça, c'est significatif pour vous? Un truc qui a fait que osciller. Alors oui, effectivement, dernièrement, c'est pas trop mauvais. Mais enfin, quand même. C'est pas une question de Jérôme qui doit sortir la machine à cash. C'est juste de vous faire comprendre que ça, ce sont pas des actifs corrélés. Point barre. Ça le deviendra peut-être dans des années, mais il va falloir faire bien plus que ça. Parce que là, si on fait ça l'année prochaine, d'accord, on se tape une corrélation inverse avant de revenir là, bah, tout le monde dira, ah ouais, il y a eu une petite phase où il y a eu de la corrélation. C'est quand on a eu l'impression monétaire de la Fed, parce que tout le monde montait, hein. L'historique de ce marché, c'est plutôt pas corrélé, justement. Donc, attention à pas mettre des conclusions un peu trop rapides. Voilà. Il se peut très bien qu'à un moment donné, on ait des semaines haussières sur les cryptos, alors que ce sera baissier sur le S&P 500. Et dans ce cas-là, la corrélation sera inversée. C'est déjà arrivé pas mal de fois. OK? Donc faites attention à ça. C'est vrai qu'à chaque fois que ça s'est produit pour l'instant, ça a toujours été en défaveur de l'Ethereum. D'accord? Tous les cycles de corrélation inverse, c'était toujours des cycles baissiers pour l'Ethereum. OK, on les revoit là et là. Donc c'est vrai que pour l'instant, bah,
Voilà. Puis là, franchement, j'ai du mal à voir une corrélation positive. Franchement, là, il y a vraiment un truc qui monte, un truc qui descend. Et là, pareil, comment ça? Voilà, ça fait chuter la corrélation vénère, normalement. Bon, après, il y a un lissage qui est effectué dans la... Voilà, c'est toujours pareil. Alors, pardon. Ah non, mais en un jour, oui, bon, dans ce cas-là, en daily, mais il faut faire une corrélation sur 90 jours. Et puis, il me faut le R carré. Voilà, je sais pas. D'où il y a une corrélation. Elle vient de s'inverser il y a quelques jours. Je sais pas, c'est incroyable comme truc quand même. Je vois pas. Puis c'est pas possible. Quand tu vois ici un marché qui monte, un marché qui baisse, tu vois bien qu'ici, le R carré n'a rien à voir. Pardon, la variance, quoi. Je sais pas, moi, mais il faut vous sortir de la merde des yeux, en fait. Les mecs qui vous sortent des trucs comme ça, là, un taux de corrélation, posez-vous la question, c'est calculé comment? Et statistiquement parlant, ça sert à quoi? Parce que moi, quand un mec il me dit que ça, c'est corrélé à ça, je lui dis, sors-toi la merde que t'as dans les yeux, mon pote, c'est n'importe quoi. On voit bien que ces marchés ne se comportent pas de la même façon, quand même. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths spé pour comprendre ça, quoi. Mais oui, mais moi, je comprends pas le pourquoi cette histoire de corrélation. Ces marchés n'évoluent pas du tout de la même façon, c'est clair, net, point, on passe à autre chose. Il y a une corrélation un peu plus sensible avec les valeurs technologiques, mais ça reste complètement n'importe quoi dernièrement également. Il y a probablement, comme je vous dis, des corrélations avec des actions du secteur technologique, ça je pense que oui. Mais dans ce cas-là, il faut faire vraiment une étude quantitative, se taper tout ce qu'il y a à l'intérieur du S&P ou du machin pour voir quelles sont les actions qui ont le plus de taux de corrélation stable dans le temps avec un R carré correct. Parce que je vois pas comment faire. Ok, bon, du coup, je peux arrêter là pour le replay. Ça dure pas 3 heures pour ceux qui sont pas là. L'essentiel a été fait. Si vous avez d'autres questions sur des incompréhensions de ce qui avait été dit sur la structure probable de V bottom, donc impossible de trouver le bottom. Tout comme en V top, on peut pas savoir jusqu'où le prix ira. C'est débile. C'est une histoire de supply inexistant. Tout comme dans la vague 5 étendue en V top, c'est une demande complètement folle furieuse qui fait qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Là, c'est pareil. Au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de supply. Les mecs qui essaient de se positionner opportunistes vont capter que la porte est fermée. Ils vont se repositionner au marché dans un supply inexistant. V-bottom, bam, c'est parti. On enquille tout à la hausse après. Quand je dis on enquille tout à la hausse, ça ne veut pas dire qu'en 3 semaines, on est à la TH. Hein. Ça veut juste dire qu'il n'y aura aucun travail spéculatif du prix à la hausse. Ça va juste impulsion, conso à plat, ancien support récupéré au premier contact. Et à chaque fois, on va grignoter à la hausse. Hein. Et petit à petit, etc., etc. Direction la TH. Et à la TH, on ne va pas s'arrêter en plus. Hein, puisque, rappelez-vous, la bande de volatilité au nord va s'ouvrir, due à la grosse volatilité de cochon qu'on aura eu avant. La volatilité, d'accord, c'est l'expression du R carré. C'est une forme de représentation de la variance. Hein. L'écart type, c'est de la variance. D'accord? Donc, bien comprendre que vos Bollinger, quand vous les voyez, c'est une des représentations du R carré. Donc, faut bien comprendre que justement, voilà, moi, quand vous mettez ça là, on va le faire, parce que c'est rigolo quand même. Si je fais ajouter un indicateur sur le S&P 500, qu'on met les fameuses bandes de Bollinger, tiens, voilà. Comme ça, vous allez voir la représentation du R carré dans le temps, vous allez voir, c'est funky comme truc quand même. Hein. Et là, si je vous mets de la Bollinger ici, voilà, oh, tiens, regarde le comportement du R carré, c'est vraiment la même chose. Hein. Vas-y, fous-toi pas de ma gueule, ouais. Ok? Donc, vous voyez bien que ça n'a rien à voir, ces deux marchés. C'est du grand n'importe quoi. Le comportement de la variance, c'est pas du tout le même. D'un coup, vous en avez un qui fait exploser sa variance, l'autre, il est en limite en contraction. Donc, c'est du grand n'importe quoi, ok? Oh oui, corrélation peut-être en bougie par bougie, et puis c'est tout. Donc, avant d'exploiter la corrélation au sens propre du terme, on corrèle les cycles, etc. Voilà, là, ça n'a rien à voir. Regarde, ici, tu es sur un écart type haussier, là, tu es sur un écart type baissier en même temps. Oh oui, corrélation, ça, regarde, niveau de corrélation 0,89 quand tu étudies le machin. Et là, vas-y, je te mets au défi d'acheter les cryptos à ce moment-là. Hein. Ah, boum, t'achètes un point haut. Voilà. Donc, faut arrêter quand même. Ou même chose, hein, là, dans ce cas-là, utilise la corrélation dans l'autre sens. Tu te dis, ah, du coup, les cryptos sont sous écart type vendeur, alors que là, vas-y, je vends. Ah bah, vas-y, vends, tiens, t'as le point bas. Non, vous comprenez que ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas exploiter ces éléments-là.
C'est pas exploitable. Voilà. Point. C'est tout. Donc ce ratio de corrélation, je suis navré, mais il vous aurait mené droit dans le mur. Et en plus, il n'existe pas aujourd'hui. Il existe encore plus puisqu'il s'est justement, il s'est supprimé. Voilà. Allez, donc sur ces bons mots, je vais arrêter le replay. Je reste encore un tout petit peu si vous avez des questions éventuellement hors de cette thématique-là. Mais donc, je vous avertis, risque de V-bottom extrêmement important. Ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais pour l'instant, entre les divergences haussières cachées, la disparition littérale du supply, le moindre rebond, ça va passer de baissier à haussier. Et je vous jure que ce ne sera pas le cas sur les marchés actions. Les marchés actions sont entrés en consolidation et ça ne va pas s'arrêter de sitôt. Ce que je vous ai dit, c'est la structure de consolidation va varier. Ça dépendra de la capacité d'Apple de cracher ou pas. Et de savoir si le reste du marché peut accumuler ou pas ces baisses. Est-ce qu'on va construire la baisse ou est-ce qu'on va cracher sur les actions? Mais est-ce qu'on va consolider? Je n'en ai aucun doute. 2022, ça va être pas bon pour les actions. Vraiment pas bon. Oui, Squid Game est pas cher, oui. Non, mais cherchez pas des signaux. Cherchez pas. Voilà, alors, pardon, oui, c'est vrai, très bonne question. Donc, je vous remets le S&P 500 en 2020, là. Ok. Est-ce que vous auriez trouvé quoi que ce soit, hein? Vous voyez, les alertes de volatilité, les écarts types de fils de pute, et vous avez les alertes acheteuses ici, hein. Je vous dis, c'est là, moi, que j'ai acheté, sur les supports. Et regardez, ils se sont mangés bien plus bas. Donc, vous ne pourrez pas avoir de signaux dans ces structures-là. C'est pour ça que j'ai été très franc depuis le début. Vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas, avec un grand fucking P, trouver le bottom. Ni vous, ni moi, n'y arriverons. Et ces prix n'ont aucune valeur. Autrement dit, ça peut aller où on veut. La limite, c'est 0. Donc, pas de levier, parce que vous ne pouvez pas placer de stop-loss. Et théoriquement, le prix peut passer par 0, et il remontera instantanément derrière à 3000. Parce que c'est là qu'on a laissé la valeur. Ok? Mais, vous, qu'est-ce qui se passe si vous avez ne serait-ce qu'un levier 1,2? Eh bien, si ça passe à 0, plus rien. Au revoir. Ciao, ciao, bye bye. Il n'y a plus de crypto. Donc, pas possible. Pas de levier. C'est clair? Je ne peux pas faire mieux que ça. Je ne sais pas où ça ira au plus bas. Je sais que si ça price 1500 $, bah, j'irai tout de suite l'acheter et le mettre hors exchange. Hein. Moi, je te rassure que là, maintenant, ce que j'achète, je le sors, je le fous sur Ledger. Hein. Je ne vais pas m'amuser à laisser ça sur les exchanges. Et bien comprendre ça. Donc ça, vous comprenez qu'avec ce type de mécanique-là, tout le monde fait ça en ce moment, de se dire, bon, je mets un petit ordre épuisette au cas où j'arrive à avoir... Mais ces mêmes gars-là, ils veulent acheter, en fait. Donc il faut bien comprendre que la demande acheteuse qui demande les prix plus bas aujourd'hui, elle le fait en opportuniste. On sait tous que ça va remonter. C'est tout ce qu'il faut pour du V-bottom. Voilà. C'est tout. Et à côté de ça, il y a ceux qui arrivent à se convaincre qu'il faut vendre. Mais on voit qu'ils sont très peu nombreux. Personne ne vend, putain. Il n'y a que des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir acheter moins cher, donc ils essayent le coup jusqu'à ce qu'ils n'y arrivent pas, et quand ils n'y arrivent pas, ben, ils achèteront dans un supply inexistant, CQFD, vague une étendue, c'est ce qui nous attend derrière. Si on rebondit. Et les divergences haussières cachées ne feront qu'alimenter la spéculation en direction des ATH. C'est ça que je voulais vous faire comprendre en tout. Voilà, allez, on est pas mal en termes de conclusion, donc j'arrête pour le replay. Je reste un peu avec vous, mais pas trop longtemps, il faut que je me tape les émissions pour les Anglais derrière.